Merci d'être venu. Nous avons 3 invités. Madame Catherine Cocchio, qui est professeure de littérature comparée à l'Université de Paris 7, qui travaille sur la littérature des génocides, sur la mémoire des génocides, sur les textes autour de la Shoah, mais également du génocide arménien et de celui des Tutsis au Rwanda. Elle vient de faire paraître un livre qui s'appelle Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, chez Armand Collin. Nous avons monsieur Daniel Lemler, qui est psychiatre et psychanalyste à Strasbourg et qui travaille lui aussi sur la mémoire de la Shoah et en particulier sur le passage qui s'opère ou qui devrait s'opérer entre une mémoire du témoignage et une mémoire plus, rationnelle de ces événements. Et monsieur Emmanuel Todd, qui est anthropologue, historien, que vous devez connaître déjà un petit peu, qui a fait paraître il y a déjà quelques mois Qui est Charlie, un livre dont on a un petit peu parlé, surtout mal, et qui nous apportera aussi son point de vue d'anthropologue sur ces questions qui sont des questions historiques, des événements qui ont eu lieu déjà il y a longtemps, mais des événements qui n'en finissent pas finalement de se reproduire, puisque d'une certaine façon, les humains que nous sommes n'ont pas intégré ce qu'est cet événement, ce qu'il représente, ces événements, ces tueries, ces massacres. Et cette façon dont cet héritage qui nous a été transmis, nous n'arrivons pas à l'approprier, à le comprendre, ni même à le dépasser. La première question que je voulais vous poser, pour ne pas trop perdre de temps, vous concerne tous les 3 et chacun pourra donner son point de vue, puisque psychanalyste, anthropologue ou madame professeur de littérature comparée, chacun aura sans doute une vision un peu différente des choses, et j'espère des visions qui se compléteront. Catherine Cocchio, vous parlez dans votre livre, à propos de la Shoah, d'un effondrement de l'autorité du réel, c'est-à-dire cet événement qu'a constitué la Shoah, qui est le paradigme des génocides. Cet effondrement du réel, qui se manifeste notamment au retour des premiers déportés par, pour les uns, une incapacité à écrire, une incapacité à dire ce qui s'est passé, pour les autres, au contraire, un besoin d'écrire absolument. C'est la position de Georges Semprin, par exemple, qui écrit l'écriture ou la vie, c'est-à-dire il faut écrire pour ne pas mourir. Parfois on écrit et on meurt, c'est le cas de Primo Levi aussi, parce que on n'arrive pas à dépasser ce qui est arrivé. Je voulais vous demander si, à tous les 3, l'ampleur de ces événements-là n'exerce pas finalement une sidération telle sur l'être humain qu'il est impossible pour nous de les intégrer, de les surmonter, de la même façon qu'au retour des premiers déportés, la société française, par exemple, n'était pas prête à entendre ce qui s'était passé. Non pas que ça n'était pas dissible, mais c'était inaudible pour ceux qui ne l'avaient pas vécu. Et de la même façon, ce qui s'est passé en janvier avec la tuerie à Charlie Hebdo, est-ce qu'il n'y a pas eu un refuge dans l'émotionnel, dans lequel on se tient, mais qui empêche d'intégrer cet événement et de le penser pour enfin se dire, non pas plus jamais ça, parce qu'on sait que ça, malheureusement, c'est pas un scoop, ça reviendra d'une façon ou d'une autre, mais au moins pour comprendre pourquoi et comment les choses se sont passées. C'est moi qui dois répondre d'abord. Vous m'entendez bien là ? Moi, je ne comparerai pas du tout les 2 types d'événements. Je pense que c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout du même ordre ce qui s'est joué dans un cas et dans l'autre. Ce que j'appelle effondrement de l'autorité du réel, c'est ce qui se joue en effet. Je crois que si nous sommes à ce point hantés par ces événements, si nous vivons dans une culture de la mémoire, je reviendrai peut-être tout à l'heure, on pourra en discuter sur ce que c'est qu'une culture de la mémoire. C'est pas seulement parce qu'on a peur d'oublier ce qui s'est passé ou parce qu'on a peur d'oublier les disparus, mais c'est parce que je pense qu'il y a une angoisse très particulière, qui est une angoisse de la destruction de la vérité. Et laquelle, c'est-à-dire vérité, un consensus sur une réalité, sur ce qui s'est déroulé.
Et s'il y a une telle angoisse sur la destruction possible d'une vérité, donc au fond de toute perspective de sens partagé, c'est parce qu'il y a eu en amont, et c'est pourquoi c'est un tort au fond de parler d'abus de mémoire, il y a eu en amont un abus tel un abus de violence tel que le réel lui-même s'est effondré. Donc c'est quelque chose de très particulier dont un philosophe a bien parlé, qui est Jean-François Lyotard dans Le Différent, puisqu'il était le pionnier en fait de l'analyse du négationnisme, on va dire, pour aller vite. C'est la destruction de cette autorité du réel qui devient, dit-il, une méta-réalité et qui devient le signe d'Auschwitz. Et à travers le signe d'Auschwitz, il y a tout un ensemble d'autres signes qui s'enclenchent, et c'est ce qui va engendrer dans le longtemps ce que j'appelle une culture de la mémoire. Pour comprendre, à mon avis, ce dont on souffre encore, pour une part, pour des raisons très profondes, anthropologiques dues à ce qui s'est passé, et pour une autre part, pour des raisons au fond peut-être justement de régulation culturelle, de vogue, de mode. Il y a une espèce d'actualité mémorielle qui est de l'ordre justement c'est une activité culturelle, qui n'est pas seulement liée à cette dimension anthropologique. Mais il faut quand même revenir, si on veut faire une critique de la culture de la mémoire, pour moi il faut revenir à ce qui s'est joué au départ de cette destruction du réel et de la perspective d'une possible destruction de la vérité qui nous empêche donc de nous entendre sur ce qui a eu lieu. Et cette difficulté cette mésentente chronique structurelle, en fait, elle concerne tous les après, pas seulement celui de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, mais à chaque fois qu'il y a ce type-là de rupture anthropologique fondamentale, il y a ce que j'appelle le mal de vérité, c'est-à-dire une obsession de la vérité, puisque le réel doit être rétabli. Et il y a au long cours, et jusque dans nos démocraties, au-delà des régimes totalitaires, il y a une espèce d'éclatement des titres d'autorité à parler de ce réel. D'où les disputes entre le témoin, le juriste, l'historien, qui produisent des litiges sans fin dans lesquels on vit encore. C'est-à-dire que c'est aussi ça, le mal de ce que j'appelle le mal de vérité, c'est aussi une crise profonde de la vérité, et qui est pas la même que le conflit des interprétations, le traditionnel amour de la vérité en philosophie. On est dans toute autre chose, on est dans des clivages très violents, très durables, et qui engendrent une espèce de chaos qui est à la fois politique, moral, mais aussi épistémologique, et qui rendent le discours, qui font du discours, de tout discours, des choses trappes, et qui donc place les témoignages eux-mêmes, quels qu'ils soient en fait, pas seulement ceux des victimes, sous le signe de l'incertitude, de la suspicion et du non-consensus. C'est comme ça que j'analyserais, disons, l'après. Moi, je ne parle pas du tout d'indicible. Je pense que les gens les déportés qui sont venus ont absolument parlé, ont écrit énormément même, et qu'il y a eu par contre une entente limitée à un certain moment. Il y a aujourd'hui au contraire une espèce depuis les années 80, donc c'est déclenché quelque chose qui au contraire a créé un horizon d'attente dans ce secteur de la mémoire. Et il y a, pour moi, c'est aussi quelque chose de problématique, un secteur énorme de notre culture qui s'est développé avec des effets pervers et qu'il faut distinguer des effets au long cours de cette rupture anthropologique qui a eu lieu, ou qui ont lieu, c'est un pluriel, lors de ce type-là d'événements. Ce que je pourrais dire dans un premier temps. Alors, si vous parlez de rupture anthropologique, en quel sens on doit entendre cette rupture? Est-ce que finalement, d'un point de vue anthropologique, ça n'est pas au contraire une forme d'invariant malheureux mais constitutif de l'être humain, de chercher à exclure, à distinguer, à éloigner la différence plutôt que d'essayer de la ramener vers soi ou de la comprendre. C'est-à-dire que effectivement, si on se constitue, si un peuple a une identité, c'est ce que vous dites aussi, vous, Emmanuel Todd, en parlant, par exemple, avant l'accession d'Hitler au pouvoir, de cette chute du religieux, cette chute du luthéranisme qui fait une espèce de vide religieux,
et du coup entraîne la désignation d'un tiers exclu, d'une victime, d'un autre, qui serait absolument une différence insurmontable. Est-ce que finalement ça, c'est pas le propre de l'humain? Oui, c'est certainement une donnée anthropologique fondamentale, mais ce qui se joue dans les génocides, il y a des crimes de type moderne, enfin, il y a des violences historiques qui sont modernes, il y a des inaugurations, il y a une histoire, en fait, je dirais même pas c'est la violence, parce que dans le génocide, c'est autre chose que la violence, on est dans tout à fait autre chose. C'est ce que Primo Levi a appelé l'anti-humain. Et donc là, je pense lorsqu'il y a effectuation d'une destruction de type génocidaire, une partie de l'humanité décrète qu'une autre partie de l'humanité n'en fait pas partie. Donc il y a bien une scission anthropologique qui a lieu, et il y a un irrémédiable de cet événement-là. Et c'est cet irrémédiable-là qui fait que le genre humain éclate, en effet. Alors, bien sûr, le genre humain a toujours été un sujet suspect, équivoque, incertain, avec bien sûr, il y a toujours eu des guerres exterminatrices, mais la modernité génocidaire, c'est une inauguration dans l'histoire, c'est une inauguration dans l'histoire du mensonge politique aussi. Il faut un mensonge colossal, comme disait Hitler lui-même, et le mensonge colossal, ou un mensonge généralisé et total, comme disait Arendt. C'est-à-dire qu'il faut boucler absolument les issues. Il y a quelque chose de particulier qui se joue là, et c'est ça qui fait que le réel s'effondre, et que le sens même du réel échappe en fait à ceux-là même qui sont censés en faire l'histoire. Les historiens ont bien dit eux-mêmes la crise historiographique sans précédent qu'ils ont rencontrée pour rendre compte du génocide. Et on reparlera aussi du régime d'historicité selon la formule de François Hartog, l'historien dans lequel nous sommes actuellement, le présentisme. L'anthropologue serait d'accord avec cette idée que effectivement il y a cette structure permanente chez l'homme d'exclure, que chaque tribu s'appelle les hommes mais que les autres sont l'époux ou les non-hommes, et que finalement tout ça n'est qu'un éternel recommencement? Oui, ça existe. D'ailleurs, ça avait été très bien formulé par... moi, la première fois que j'ai vu les choses, c'est le plus clairement formulé par la philosophie politique ou la philosophie des Lumières, c'est dans Adam Ferguson, dans son essai sur les origines de la société civile. Il y a cette idée qu'on ne voit jamais les groupes humains organisés qu'autrement que contre des groupes humains. Enfin, c'est une sorte de fait anthropologique. Il y a toujours un autre... Et ce qui était très troublant dans Ferguson, c'est la façon dont il associe les... dit comme ça a l'air nul, banal, etc. Mais ce qui est intéressant dans Ferguson, c'est la façon dont il associe implicitement ou explicitement le meilleur du fonctionnement de la vie sociale et morale des sociétés en interne, ce qu'il y a de mieux, tous les phénomènes d'altruisme interne, de générosité, d'organisation du groupe, de dévouement des individus, dans la mesure où il a tendance à dire tout ça, ou à suggérer tout ça n'existe que dans le rapport d'un conflit avec un autre groupe. C'est-à-dire c'est le conflit entre groupes est quelque part un élément constitutif de ce qui est bien dans la vie interne des sociétés. C'est-à-dire c'est une autre façon de dire que c'est une version élaborée du oh là là, on aurait bien besoin d'une petite guerre pour se sentir mieux entre nous. En fait, ça va pas beaucoup plus loin en fait. Sur les questions de mémoire quand même, et sur la mémoire de la Shoah, je suis très embêté parce que bon, pour moi c'est pas un sujet dont j'aime parler. Pas parce que c'est pas intéressant bien sûr, mais parce que c'est pour moi désespérant. C'est-à-dire c'est absolument clair de mon point de vue que la Shoah est un événement unique, nouveau, une innovation, mais c'est également complètement clair qu'on n'en tirera aucune conséquence, aucun enseignement et aucune mémoire utile. C'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire, on peut donner des raisons politiques, parce qu'après la guerre, il fallait oublier ce qu'avait été l'Allemagne dans le nouveau conflit Est-Ouest, parce que les historiens n'ont pas été capables d'expliquer le phénomène de la Shoah, parce qu'il y avait des présupposés d'universalité de l'homme qui interdisaient de réfléchir à la dynamique spécifique de la société allemande. Il y a toutes sortes de tabous, de bons sentiments universalistes qui ont empêché de faire un diagnostic historique correct. Et donc, si on n'a pas, dans la mesure où on s'est mis en situation de ne pas pouvoir expliquer
ce qui était spécifique de la situation, de spécifique de la dynamique historique allemande, eh ben, il est évident qu'on ne pourra pas se souvenir et que toutes les histoires de culte de la mémoire, c'est du bidon. Vous voyez, si on se souvient dans un contexte où implicitement on se dit intellectuellement « Oh, ben ça aurait pu arriver n'importe où », bon, c'est évident, c'est pas vrai. Ça ne pouvait arriver qu'en Allemagne pour des raisons de structure familiale inégalitaire, de crise religieuse du luthéranisme, dans un... Bon, mais si on refuse toute spécificité vraiment profonde à l'histoire allemande, il est évident qu'on ne pourra pas dire ce qui s'est passé et comprendre ce caractère unique. En vérité, je suis peut-être aussi en train de dire que, bon, si la Shoah est unique, bah, est-ce qu'on peut expliquer et traiter vraiment à l'infini la Shoah comme un phénomène unique si on se refuse à voir que l'histoire allemande est elle-même unique? Toutes les histoires sont uniques et le génocide s'est répété ailleurs. Absolument, mais on expliquerait d'autres choses uniques avec d'autres cultures uniques. Je vais vous donner un exemple, par exemple, quelque chose dont je parle d'ailleurs de façon tout à fait incidente dans Qui est Charlie, sur la façon dont on peut voir à quel point tout le discours sur la mémoire, la Shoah, est quelque part des mots flottants au-dessus d'une non-compréhension dans les tripes des choses. J'en parle, j'ai un long paragraphe sur le débat allemand sur la circoncision. Hein, vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, j'ai pas trouvé des données originales pour en parler, tout était des articles, pour une fois le Monde était correct sur la question et tous les articles et toutes les références étaient dans le Monde. Donc un petit garçon syrien, d'ailleurs, oui, il me semble que c'était syrien ou c'était le médecin, je ne sais plus, ou turc, est circoncis, il saigne un peu, le médecin, donc il va à l'hôpital, le médecin qui a raté le truc est traîné devant les tribunaux, le procureur est débouté, il fait appel, gigantesque débat en Allemagne sur la circoncision, voilà. Alors finalement, l'Assemblée doit voter une loi autorisant la circoncision pour les peuples et minorités juives, musulmanes, après que tous les sondages aient montré que le peuple allemand trouvait effectivement que la circoncision était une atteinte aux droits de l'enfant. Voilà. Mais si vous voulez, si quelques décennies après l'extermination de, je ne sais pas, peut-être 1 million, je n'ai plus le chiffre en tête, d'enfants juifs circoncis, donc, enfin non, il faudrait diviser par 2 pour la circoncision, je ne suis pas précis. Pour un démographe, c'est terrible. Je veux dire, la nation allemande peut, sans un poil d'humour, voyez, se lancer dans une réflexion sur la protection des enfants d'origine musulmane ou juive. Non, mais ça veut dire que personne n'a rien compris. Oui, je veux dire, et les Européens n'ont pas été scandalisés. Mais vous savez à quoi ça servait, la circoncision? Ça servait à repérer les gens qu'il fallait gazer. Vous voyez? Et donc, c'est réglé pour moi la question. Les gens n'ont pas compris et ne comprendront pas, et ça sera oublié. Et ça ne veut pas dire qu'il va se passer de nouveau des choses horribles en Allemagne. C'est pas ça du tout que je veux dire. C'est pas ça du tout. C'est simplement que il est très très clair que l'être humain, les sociétés humaines ont un besoin d'oublier. D'ailleurs, peut-être c'est pas si horrible que ça. Peut-être que pour continuer, on ne peut pas vivre indéfiniment avec le souvenir de l'horreur absolue. De même que les hommes ont besoin d'oublier la mort pour vivre correctement. Vous voyez ? Je m'excuse de ces paroles un peu triviales et brutales, mais il y a donc pour moi le débat et les enseignements de la Shoah, c'est déjà réglé, ça n'aura servi à rien. Mais quand vous parlez d'utilité, vous parlez de quel genre d'utilité politique éviter d'autres catastrophes, éviter d'autres catastrophes. Je veux dire, c'est éviter la reproduction ici ou ailleurs des conditions qui mènent à ce genre de choses. C'est tout. C'est-à-dire, c'est aussi un problème, éviter les catastrophes, métaphysiques ou morales de cet ordre. Il n'est pas non plus en parler, c'est bien. Mais être attentif je vais vous donner un exemple, par exemple. Un exemple très concret. Là, l'une des choses qui explique la fixation, selon moi,
je suis forcé de prendre au sérieux mes modèles d'interprétation, hein, c'est la règle du jeu quand même. Mais l'une des choses qui explique les attitudes, je dirais, différentialistes les plus fortes entre peuples, c'est la préexistence, dans la vie traditionnelle, de structures familiales inégalitaires. Vous savez que c'est comme si les gens avaient dans la tête l'équation les enfants sont inégaux, les frères sont inégaux, les hommes sont inégaux, les peuples sont inégaux. Et effectivement, dans toutes les cultures de type inégalitaire comme ça, vous allez avoir une conception ethnocentrique très forte. Je veux dire, les Basques, les Catalans ont ça, les Japonais ont ça, les provinces françaises qui sont très conscientes d'elles-mêmes, qui sont fières d'être ce qu'elles sont comme ça. Je donne pas de nom, je veux pas me faire accuser. Et bien entendu, l'Allemagne est comme ça. Vous voyez? Et alors, il n'y a pas que ça. Je veux dire, le génocide en Allemagne, il a eu lieu aussi. Alors, les gens sont très conscients de ce que ça s'est produit au moment de la crise de 29 et avec un taux de chômage très élevé. Mais il y avait aussi ce qui est moins connu, ce qui n'a pas été intégré dans les interprétations, le fait qu'entre 1880 et 1930, la pratique religieuse protestante s'est effondrée. Quand vous regardez la carte du nazisme, c'est la carte du luthéranisme aux dernières élections de 1932. Donc, état de crise religieuse. Donc, vous avez des conditions qu'on peut repérer. On peut dire la famille souche, ces modèles de primogéniture très durs, c'est quand même dangereux, c'est un peu risqué dans des phases de transition culturelle. Les valeurs d'inégalité peuvent passer de l'intérieur de la famille dans la notion des rapports entre les peuples. C'est dangereux pour les minorités. D'ailleurs, dans les populations de familles souches, il y a très souvent des minorités structurelles. Vous voyez, en Béarn, qui a la famille souche aussi, il y avait les cagots du Béarn, il y a toujours des marginaux comme ça. Et alors, vous allez me dire, oh, mais ça sert à rien, etc. Ben non. Un jour, j'ai vu, après le génocide rwandais, j'ai un correspondant, un type qui avait été enseignant, non pas au Rwanda, mais au Burundi, qui est exactement, c'est les mêmes peuples, un peu plus au sud. Il m'a dit, mais monsieur Todd, ça marche très bien, le Rwanda a un système souche très dur, avec des inégalités, c'est un système, c'est une version polygame, c'est un peu différent, mais cette inégalité explique ou permet d'interpréter la division de la société en un groupe hutu dominé, en un groupe. C'est différent du modèle allemand d'origine chrétienne et allemand d'origine juive, parce que au Rwanda, les dominants sont la minorité. En fait, donc c'est un autre pays, c'est une autre situation, mais ça marche très bien. Donc, on aurait pris conscience, on aurait abouti à une explication associant des structures anthropologiques particulières à des risques particuliers. Et peut-être qu'on aurait été un peu moins bêta dans la gestion de la crise rwandaise. Vous voyez? Et partout, on voit s'allumer certains des foyers de violence, d'opposition, sont associés à des choses comme ça. Donc, ça peut être quand même très concret. Mais quand vous dites les dominants sont la minorité, vous voulez parler des Tutsis, c'est ça? Oui, mais ça c'est depuis certains événements et ça n'a pas toujours été comme ça au Rwanda. Ça n'a pas toujours été comme ça au Rwanda. C'est beaucoup plus ancien qu'on dit. Je sais qu'il y a des interprétations qui disent que ces catégorisations ethniques remontent à la colonisation belge, mais moi j'ai travaillé sur tous les systèmes inégalitaires et souches d'Afrique de l'Est. C'est pas ce qu'on dit n'est pas vrai. Vous pouvez pas noyer l'histoire politique dans l'anthropologie à ce point-là. Il s'est passé des choses absolument fondamentales, des tournants décisifs pour justement les rapports de force entre ce qu'on appelle les ethnies en Rwanda. Vous pouvez pas universaliser. Non, pas du tout. Sans historiciser du tout cette question-là. Au Rwanda comme ailleurs. Non, mais on peut. Je veux dire, il y a une histoire. Mais le fait de dire qu'il y a une histoire, on peut même dire qu'il y a une histoire, que tous les peuples, il y a même une histoire universelle. C'est-à-dire tous les peuples se modernisent. C'est ce qu'on avait montré avec Courbage dans notre bouquin qui s'appelle Le Rendez-vous des civilisations sur la progression, sur la modernisation démographique du monde musulman. Donc il y a toute une partie de l'histoire de l'humanité qui est universelle, commune, qu'on peut appeler le progrès, alphabétisation, baisse de la fécondité, urbanisation, mais c'est utile. C'est une histoire, donc ça se passe à des moments différents, avec des décalages, dans des contextes différents. Mais vous avez aussi des infrastructures, quand les pays entrent dans la modernité, ils ont des infrastructures familiales anthropologiques très différentes qui peuvent avertir au fait
une fois qu'on a compris que certains genres de trucs peuvent se passer dans certains lieux et d'autres non. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ces histoires de conscience suraiguë et irréaliste des différences humaines, ça se produit régulièrement. C'est pas une préférence, c'est une constatation empirique. Vous voyez, par contre, les structures égalitaires vont donner des pathologies d'un genre différent. C'est-à-dire que la tradition française centrale du bassin parisien, c'est l'égalité des frères et sœurs, bien avant la Révolution française. Prenez des coutumes d'héritage du bassin parisien au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, c'est une sorte de frénésie de division égalitaire. Donc vous avez cette idée que les frères et les sœurs d'ailleurs sont a priori égaux. Donc vous avez l'inverse. Vous avez les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, et on peut avoir l'idée d'homme universel. Donc vous allez dire c'est super sympa. Et dans l'ensemble, la Révolution française a plutôt laissé des bons souvenirs. Je suis tout à fait pour l'idée d'homme universel, mais il faut bien voir que l'universalisme à base anthropologique peut avoir sa pathologie. C'est-à-dire que si vous avez dans la tête l'a priori que les hommes sont les mêmes partout, et si vous entrez au contact de populations qui sont visiblement différentes, que ce soit par la couleur, par les mœurs, etc., vous avez une issue logique qui est tout à fait de dire si les hommes sont les mêmes partout et que ceux-là sont pas comme nous, c'est que c'est pas des hommes. Donc vous pouvez aussi avoir un racisme universaliste. Alors c'est beaucoup plus instable parce que dès que les gens en question se mettent à faire des enfants dans le pays et qui parlent la même langue parfaitement, dès qu'il y a quelques mariages mixtes et qu'on constate que ça marche comme pour les autres, ça s'atténue. Donc le racisme, les crises racistes universalistes sont beaucoup plus instables parce qu'il y a vraiment voilà. Et donc, mais je ne dis pas l'histoire. Je dis du simple fait qu'il y a une géographie de ces types anthropologiques, que les pays sont plus ou moins proches, il y a les malentendus. C'est très facile d'intégrer ça dans une histoire qui est complexe, qui est effectivement très très compliquée et qui paraît très aléatoire, mais ces phénomènes de fond sont là et les sociétés ne veulent pas les voir. C'est pour ça que je dis. Et actuellement, c'est très important parce je pense qu'on est de nouveau en train de ne pas comprendre l'Allemagne. C'est-à-dire, je dis pas ça du tout dans le sens de la méfiance. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis un germanophobe pathologique, et c'est pas du tout. C'est absolument pas ça. C'est que si on a une compréhension de la dynamique du système culturel, des fondements anthropologiques et religieux de l'Allemagne, depuis la réforme protestante et depuis la fin du Moyen-Âge, avant ça, pour les structures familiales, vous pouvez comprendre, accepter et gérer la différence allemande, pas du tout simplement dans ce qu'elle a de négatif, ce à quoi on fait allusion, mais dans ce qu'elle a de positif. C'est-à-dire que, de même que les élites françaises sont incapables de gérer la différence allemande et incapables de se mettre dans une posture critique quand l'Allemagne fait des trucs pas bien, de même, les élites françaises se mettent en situation de ne pas pouvoir respecter l'Allemagne pour ce qu'elle fait de très bien et en particulier de commettre très souvent un péché d'orgueil en ne comprenant pas la prodigieuse dynamique de la société allemande, dans ce qu'elle a de positif, d'efficace. Ce que l'Allemagne a réalisé depuis sa réunification est en réalité prodigieux, extraordinaire d'un point de vue français. Mais évidemment, ça nous ramène une situation qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été gérée, où l'Allemagne est trop puissante. Vous voyez, c'est ça. Si on refuse ces déterminations, on se met hors d'état de comprendre ce qui se passe. Et le seul truc qui est certain, quand on ne comprend pas ce qui se passe et que les gens sont différents, c'est que tout le monde se rentre dans l'un au final sans comprendre. Mais notre rapport à la mémoire, c'est pas seulement un problème de différence allemande. Hein. C'est pas seulement cette histoire-là. Oui, mais enfin, notre culture de la mémoire, elle est
depuis un bon moment maintenant déjà, elle est plus seulement alimentée par cet événement-là. Le problème étant précisément qu'il y ait un retour ou des retours de la violence génocidaire ou de la destructivité génocidaire à d'autres endroits et encore récemment dans les années 90, puisque vous évoquiez le Rwanda. Et alors si on fait comme si il y avait rien à tirer de tous ces événements-là parce que c'est trop désespérant et que c'est pas utile, c'est une autre pathologie monumentale qui se prépare. Alors qu'il y a une pathologie dans la mémoire, oui, bien sûr. J'ai pas dit qu'il fallait rien en tirer. Mais... J'ai dit au contraire que les gens refusaient de comprendre. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit les gens refusent de comprendre. Il y a un discours sur la mémoire d'un très haut niveau, mais sur le fond, je sens plutôt des sociétés occidentales avancées qui sont dans le refus de comprendre, qui font semblant de vouloir comprendre. Vous faites comme si le discours sur la mémoire, il était univoque. C'est très contradictoire. Il y a un énorme protoplasme qu'on appelle mémoire et qui recouvre énormément de choses différentes et souvent totalement antinomiques. Le discours des témoins, le discours de l'État, le discours des historiens, le discours du droit, c'est absolument pas la même chose. Souvent, c'est en guerre. Enfin, la plupart du temps, même, c'est en guerre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts pour parler des choses. Ce que je dis, c'est que tant qu'on n'a pas compris, et si on n'a pas une véritable volonté de comprendre, de type scientifique, dur, cruel, comme je fais, si on ne comprend pas, il ne restera rien du débat. Et vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'effort de compréhension de la Shoah avec toute l'historiographie qui s'est développée sur ce sujet quand même, c'est pas possible. Il y a aussi un effort de type scientifique qui n'est pas le même que celui que vous avez en anthropologie, certainement, mais vous pouvez pas balayer d'un geste de main. Non, je pense que Blender, qui a d'ailleurs parlé de l'antisémitisme rédempteur, un peu dans les termes que vous évoquez. L'antisémitisme rédempteur, c'est-à-dire ce qu'il devient. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ? C'est pas du tout nouveau, ça date des années 80. Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme ? C'est-à-dire qu'il y a, je sais ce que c'est le phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses positives en fait vont servir à tuer et inversement le crime soude une communauté dans des valeurs positives. C'est ce qu'il analyse à propos de la Shoah, l'antisémitisme. Ah non, moi je parlais de Ferguson, j'étais dans le XVIIIe siècle. Je suis prudent parce que c'est des sujets dont je ne parle pas beaucoup d'habitude et je ne voudrais pas être mal compris. Mais je pense que Monsieur Lemler, donc, oui, je suis encore là, hein, vous m'entendiez pas, mais je suis là. À propos des enseignements à tirer de la Shoah, je pense que vous avez quand même pas mal de choses à dire, vous. Oui. Alors, je suis très intéressé par votre débat, mais si j'entends bien quelque chose d'une faillite institutionnelle à régler ces questions, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons qu'il fallait que ça marche, que ça continue pareil, etc. Il y a une autre dimension, j'ai envie de dire, qui me semble importante à ajouter à ce débat-là, c'est ce qui concerne chacun d'entre nous ici, parce que là où est le débat, on n'est pas impliqué, on va dire, en sens humain du terme. C'est quelque chose qui se balade à un niveau qui nous dépasse, qui nous écrase. Or, pour moi, il y a un enseignement très précis de la Shoah. La Shoah, elle a révélé l'espèce humaine. Et en révélant l'espèce humaine, si elle n'a pas réussi à mobiliser les institutions, les États-nations, dans une réflexion sur comment on en est arrivé là, elle met en tous les cas tout un chacun en demeure de quelque chose. C'est-à-dire, si on est face à des institutions qui ne nous aident pas, qui pensent à un certain niveau, elle nous met quand même face à notre responsabilité individuelle. Il a quand même fallu 50 ans pour qu'on ose dire que la Shoah a concerné les hommes ordinaires, que c'était pas uniquement des fous, des cinglés, des professionnels, mais que ça a concerné des gens qui ont été pris dans leur histoire, qui ont été pris dans l'histoire, qui se sont retrouvés à agir, à faire, à participer à quelque chose, pas seulement à obéir à des ordres, même si c'était ça l'argument particulier. Je pense que ce que nous révèle la Shoah, ce en quoi elle nous concerne individuellement et ce en quoi le fait que individuellement on est interpellé, quelque chose peut changer, mais alors à un autre niveau de la perspective des sociétés, c'est que nous sommes tous en demeure de devoir vaincre Hitler en nous. C'est-à-dire, dit autrement, la Shoah, elle a révélé
que si c'est un homme, on n'a aucune garantie qu'on est cet homme-là, ou qu'on ne l'est pas. Que la part d'ombre qui est en chacun d'entre nous, si elle est légitimée par un système politique, elle peut se révéler à tout moment. Et que si quelque chose peut être fait à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de chacun d'entre nous, pour ne pas rentrer dans ces systèmes, dans ces métasystèmes, qui quelque part nous bouffent en tant qu'humains, si on peut pouvoir résister à ça, c'est en prenant conscience de ce qu'on est et de ce qu'on porte en nous. Et si on peut prendre conscience de cette dimension-là, on peut s'interroger. On a parlé plusieurs fois de l'exclusion et des inégalités et autres. Il y a un élément qui est facilement repérable, c'est la notion de tiers exclu. Et on peut se poser, je dirais, à juste raison, la question de savoir si finalement une société peut se fonder autrement que sur la mise en place d'un tiers exclu. Le tiers exclu, on connaît tous. Je veux dire, cet exemple que je donne tout le temps, c'est que si vous êtes 3 à discuter et qu'il y en a un qui sort, qu'est-ce qu'ils font les 2 autres ? Les 2 autres, ils vont parler de celui qui est sorti, et pas toujours en des termes sympathiques. On connaît tous ça. Ça veut dire que ce qu'on observe au niveau des structures sociales, des sociétés telles qu'elles se constituent, ce sont des éléments qui existent au niveau de nos structures psychiques. Il y a quelque chose qui va se réaliser ou se légitimer au niveau des structures sociétales et qui font partie intégrante de notre structuration humaine. L'autre élément constitutif qui est très important dans tous ces enjeux-là, c'est le fait que chacun d'entre nous commence par être un roi. Vous savez qu'on est tous His Majesty Baby, qu'on a tous cette période de notre vie où nous sommes des rois. C'est-à-dire nous ne connaissons finalement que nous, nos besoins, nos désirs, et que chacun d'entre nous va un jour rencontrer le au moins un qui n'est pas comme nous. Et dans cette rencontre-là, tout d'un coup on est mis en danger. Tant qu'on se sent unique, ou qu'on pense que le monde est fait à notre image, tout va bien. Et à partir du moment où on est confronté à la question de la différence, cette différence nous met en danger. Elle nous met en danger, entre autres, parce qu'elle va donner consistance tout d'un coup à quelque chose dont on sent une menace comme ça, insidieuse et permanente, qu'on appelle dans mon jargon la menace de castration. Mais tout enfant, il est confronté à une menace, à une loi, à un interdit qui est toujours menaçant. Et tout d'un coup, ça prend sens. Et on se rend compte, quand on regarde l'évolution de l'humain, maintenant je ne parle pas de la société, mais bien de l'humain, que la question qui va se poser à lui, en permanence, c'est comment il va être capable de gérer sa relation à ce qui n'est pas lui, la relation à l'altérité. Ça se complique du fait qu'on est tous bisexuels, on porte tous quelque chose de l'autre sexe en nous, et on porte tous quelque chose d'étranger en nous. C'est-à-dire chacun d'entre nous se vit quelque part dans cette dimension de l'étranger. On n'est pas à se connaître par cœur, on sait très bien que beaucoup de choses nous échappent. Or, il y a une manière très simple de se défendre de cette insécurité, c'est de déposer ce qui nous met en danger sur un autre qu'on peut désigner du doigt. Cet autre, c'est l'étranger, cet autre, c'est la femme, cet autre, c'est le juif, c'est le musulman. Et c'est chaque fois que les régimes politiques, les sociétés dans lesquelles nous vivons viennent légitimer cette projection, on se rend compte que majoritairement, les êtres humains cèdent. Donc la question qui nous est posée, qui est révélée par la Shoah, c'est d'être conscient que cette chose-là est en nous. C'est pas des barbares, c'est pas des fous, c'est pas des sanguinaires, c'est pas des pervers qui ont essentiellement fait cette industrialisation de la mort. C'est toute une société. Toute la culture humaine y a participé. Donc la question qui nous est posée, c'est d'arriver à se mettre au clair dans notre rapport à l'altérité. Voilà comment je pourrais poser les choses. Je peux dire un petit truc ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça, pour moi, la leçon, c'est quand même essentiellement une leçon politique, parce que ce phénomène-là, il existe en effet.
je ne sais pas s'il est universel, s'il faut le dire universel. Moi, universel, j'utilise pas ce mot-là, et s'il a toujours existé. Mais ce qui est particulier dans l'histoire et qui peut être compris, analysé, c'est justement comment un régime se met en place, qui s'appelle ou non, enfin, fasciste ou qu'il s'appelle pas fasciste, hein, et qui instrumentalise systématiquement, méthodiquement ces choses-là, donc qui annule en chacun par une propagande adéquate la possibilité de s'identifier à l'autre ou de penser à partir d'une capacité de compassion, par exemple, ou de solidarité ou d'empathie, etc. Donc il y a des dispositifs, il y a des procédés politiques qui sont parfaitement repérables, hein, et qui évidemment continuent absolument d'être utilisés. Et c'est pas seulement l'Allemagne hitlérienne qui est en cause là. Donc c'est bien tout autre chose. C'est des régimes politiques, un certain type d'actualité politique qui continue absolument de tramer le monde. Et s'il y a un enseignement, c'est justement à essayer d'arriver à faire quelque chose de ce savoir-là qu'on a acquis après le pire, hein, après cette dimension planétaire qu'a eu le génocide dans la Shoah. Et là, il me semble que là, il y a une utilité absolument fondamentale à en tirer des conclusions. C'est de voir ce qui se passe en ce moment, d'apparenté ou de comparable. J'ai aucune objection à ce que vous venez de dire, tous les deux, mais je ne vois pas. Donc, c'est des choses valides sur l'être humain, les dysfonctions ou non-dysfonctions. Je ne vois pas en quoi vous avez besoin de la Shoah pour en parler. C'est-à-dire, c'est des choses qui étaient très claires pour les gens du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais le génocide, ces petits défauts de l'être humain. Siècle, il y a une riche réflexion sur le mal qui est en l'homme, bien avant la Shoah. Mais c'est pas le mal, le génocide, c'est absolument pas le mal, c'est tout à fait c'est pas le mal chose. Ah bon? Non, c'est absolument pas le mal, ni même le mal absolu, c'est autre chose. Voilà. Ce qui est particulier, je pense, avec la Shoah par rapport à tout ce qu'on sait déjà, c'est sûr, le Yetzer Hara, le mauvais côté, c'est déjà dans les textes de la Bible, c'est donc très ancien. Ce qui est particulier, à mon sens, c'est que la Shoah a concerné tout le monde. Elle a quelque chose qui fait que ça a dépassé la question de l'Allemagne. La Shoah, elle a mis en question... Tout le monde. Non, les Français ont participé très mollement. La communauté juive française a eu un taux de survie de 75 ou 80%, parce que les Français n'étaient pas, contrairement à la Vulgate, extrêmement antisémite. Donc ça n'a pas, vous voyez, le simple fait de dire ça a concerné tout le monde. Tout le monde était un peu antisémite en fait pendant la guerre, même les Anglo-Américains, les gens qui ont abattu le nazisme étaient un peu antisémites. Mais c'est pas vrai que la Shoah en tant que phénomène a concerné tout le monde. Une partie de l'effet de la ça a été possible parce que personne n'était capable autour de l'Allemagne d'imaginer que l'antisémitisme pourrait en arriver là, d'autant plus qu'avant le nazisme, l'Allemagne était considérée comme l'un des pays les plus, justement d'ailleurs, civilisés, avancés, pacifiques d'ailleurs en interne. Donc bien entendu, ça nous concerne tous sur le plan moral. Sur ce plan-là, il n'y a pas de débat, mais ça n'est quand même dans la dynamique de la société française des années 30, ça n'avait aucun sens. En 1936, à l'époque où l'Allemagne se mobilisait pour faire les premiers pas qui allaient vers ça, les Français instituaient les congés payés. Ils avaient d'autres préoccupations tout à fait. Mais vous voyez, quand vous dites ça nous concerne tous d'un point de vue moral, quand il y a eu par exemple le pogrom de Lodz, ça n'a pas concerné grand monde. Là, il y a une particularité qui fait que cet événement, comme vous dites, il touche tout le monde. Moi, je suis toujours au niveau humain. C'est la question, c'est le lieu d'où j'essaye de penser, c'est le lieu aussi de ma clinique au quotidien. Ça a concerné tout le monde. Et c'est ça qui, à mon avis, fait une certaine différence. C'est devenu le paradigme de quelque chose. Mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, justement. En droit, peut-être, moralement, peut-être, idéalement, peut-être, mais ce qui se passe, c'est justement le contraire de ça. On voit très bien, il y a une espèce d'échec de notre culture de la mémoire à universaliser ce paradigme, précisément. Et ça, je pense qu'il faut en prendre acte.
il faut faire avec cet échec. Ce que montre Charlie Hebdo, c'est aussi en partie ça justement. Donc non, il n'y a pas de consensus du tout dans les faits. Dans les faits, c'est pas ça qui se passe. C'est une véritable guerre qui transforme Auschwitz en signe du sionisme et pas du tout du génocide des Juifs. Et tout ça dans un système où par ailleurs, dans nos sociétés occidentales, par ailleurs, il y a de l'islamophobie, il y a en effet un tiers qui est le musulman et qu'on désigne. Voilà, donc je pense que il faut pas faire comme si c'était un consensus acquis. C'est absolument pas le cas. On est dans une guerre des mémoires, on est dans une guerre des religions, même puisque les deux choses se mêlent. Et là, je rejoins un petit peu votre approche. Il y a beaucoup de religieux dans notre manière de batailler sur les mémoires des événements historiques. Ça concerne tout le monde. J'ai pas dit que c'était un consensus. J'ai dit ça concerne tout le monde. La manière dont différentes de s'en défendre, de transformer, ça c'est une chose. Mais c'est pas justement parce que ça concerne tout le monde. Parce que justement, c'est pas notre illusion aujourd'hui encore. Ce qui suscite le scandale, par exemple, lorsque les minutes de silence ne sont pas respectées après Charlie, parce qu'effectivement le traumatisme de la Shoah pour d'autres n'a pas la même signification, mais représente politiquement une instrumentalisation par un État, Israël en l'occurrence. Est-ce qu'on ne se berce pas d'illusions en exportant notre modèle qu'on voudrait universel, alors que en aucune façon il est universel? Parce qu'en effet, on est dans une culture de la mémoire qui a systématiquement ou majoritairement contourné les points les plus difficiles, les plus litigieux, où il y a encore précisément des guerres dans le présent, et où donc tout le travail de la mémoire est compliqué, des mémoires justement, est compliqué par l'existence continuelle de conflits qui persistent. Et c'est pour moi l'enjeu de toute la réflexion sur la mémoire, ce serait d'arriver à atteindre une étape autocritique sur les fameuses études mémoriales qui sont au contraire en train de s'académiser en ce moment, de s'instituer avec parallèlement à tout ce langage citoyen du plus jamais ça, du mal absolu, etc. Alors que ce qu'on vit dans le présent, c'est absolument pas ça. Donc il faudrait arriver à affronter véritablement dans notre approche des mémoires et de ce qui s'y joue aussi les zones de conflit les plus irréductibles apparemment, arriver à créer des dialogues même parmi c'est vraiment des sujets extrêmement difficiles. Mais si on contourne ces zones-là, les études mémoriales n'ont pas au fond d'autres fonctions que d'être le supplément d'âme d'une société occidentale après une culture justement, une culture de la mémoire qui se répète, là on est dans un moment de grande redondance. Troisième génération, il y a une littérature qui s'autocite, qui se mime. On est dans une très très grande répétition. Alors même que les violences les plus terribles nous sautent au visage. Et je parle pas seulement du génocide, je parle aussi de ce qui se passe avec la guerre en Syrie, les réfugiés en masse, et de ce qui se joue. C'est Boris Cyrulnik qui disait dans une conférence il y a peu que le grand problème du XXIe siècle, ce serait plus les catastrophes totalitaires comme il y avait au XXe, ce serait les migrations de masse et tout le cortège forcément de violences qu'elles allaient engendrer, et que ça allait faire histoire terriblement, et que ça allait faire aussi conflit de mémoire. Et on le voit très bien déjà, ce qui se passe d'épouvantable dans les frontières en ce moment, ça va être des conflits de mémoire terribles, des nœuds mémoriels terribles. Et c'est pas parce que tout ça est désespérant qu'il faut le contourner. On peut pas se le permettre. C'est la réalité, tout simplement. On peut pas non plus vivre individuellement comme si des événements n'avaient pas eu lieu dans notre vie, et de la même manière, quelle que soit la communauté collective, on peut pas non plus contourner ces événements-là parce qu'ils sont désespérants. Et précisément, il faut aller voir de quoi recueillir quelque chose qui nous permette de regarder dans ce passé-là, par ce passé-là, et ceux qui jettent un regard lucide dessus encore, sans céder justement à cette espèce de vogue mémorielle, mais en allant justement à ce réel. Qu'est-ce qui nous apporte dans notre présent aujourd'hui ? Politique, pour moi, c'est des choses politiques, quoi. Je peux juste intervenir là-dessus parce que c'est justement une de mes questions. J'ai le sentiment que ce qui a sclérosé les choses, c'est qu'on s'est arrêté à la mémoire de témoignage, et que cette mémoire de témoignage, elle se distribue sous les commémorations, et qu'elle se répète comme ça à l'infini, et qu'on prend pas assez conscience qu'il y a une mémoire de transmission, qu'il y a un héritage de tous ces événements-là, que c'est pas seulement des événements qui sont passés il y a 70 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'il y a un héritage, qu'on est porteur de cette mémoire, mais en tant que vivant,
qu'on est porteur de l'héritage de cette mémoire, que nos sociétés sont porteuses de l'héritage de cette mémoire, et en particulier de l'incapacité qu'on a eue d'élaborer ces événements et d'en tirer enseignement, et que du coup, parce que cette chose n'est pas prise en compte, elle se répète. Parce que l'expérience analytique, en tous les cas, le montre bien, ce qui n'est pas mis en parole se rejoue dans les actes, dans la répétition. Et ça touche à la question de la pulsion de mort. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte pour moi, aussi bien dans les sociétés que chez les êtres humains, c'est ce dont on a hérité. Et il y a un exemple, vous le citez dans votre livre, et ce livre m'avait beaucoup frappé quand je l'ai rencontré, c'est Opa war kein Nazi, donc mon grand-père n'était pas nazi, c'est de prendre conscience qu'en Allemagne, où il y a eu un tel travail sur l'existence du national-socialisme, il y a un tel enseignement à tous ces jeunes Allemands qui reconnaissent tous que le national-socialisme a existé, que le nazisme a existé, que les camps ont existé. Aber, c'est toujours la conclusion de leur discours, Aber, Opa war kein Nazi. Mais mon grand-père à moi, celui-là, il n'était pas nazi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas accepté dans l'héritage singulier, dans l'histoire singulière. Et ça sclérose, à mon avis, les choses. Et je crois que l'un des problèmes de compréhension de ces phénomènes est de voir pourquoi ces débats sur la mémoire, sur la morale, etc., n'accrochent pas, c'est qu'ils sont tout est posé terriblement en termes, je dis pas que c'était légitime du tout, mais de responsabilité individuelle. Donc on se pose, déjà on fait comme si la morale était un truc absolument individuel, mais donc on pense de responsabilité de l'individu. Donc, et d'ailleurs les gens narcissisent la question en disant mon grand-père, etc. Mais en vérité, la dynamique de la vie humaine, ou la vie humaine elle-même, n'est pas juste individuelle. Je veux dire, elle est sociale. Il y a l'homme en tant qu'individu. Alors je sais qu'on ne peut plus le dire maintenant, puisque maintenant on est dans un monde hyper individualiste, l'homme est libre, sujet de lui-même. Si on écrit qu'il y avait des déterminants sociaux et post-religieux aux manifestations de Charlie, on est confronté à des gens qui vous disent incroyable, des déterminations sociologiques, mais ça n'existe plus du tout, ça mon vieux, vous n'avez pas le droit. Tous les gens qui étaient dans la rue étaient libres. Oui, faut dire vous n'avez pas le droit. Croyant, vous n'avez pas le droit de dire qu'il y en avait 2 fois plus dans les régions qui étaient jusqu'à très récemment catholiques, que les cadres supérieurs étaient surreprésentés. Il n'y avait là que des individus. Ça a d'ailleurs culminé dans le truc de Hollande, disant tout le monde n'a pas manifesté, mais ceux qui ont manifesté étaient là pour tous les autres. Ce qui est une affirmation d'antidémocratisme incroyable, en fait, quand on y pense. Mais donc il y a des déterminations. Et donc ces déterminations, telles que je les vois, c'est des déterminations post-religieuses, socio-économiques, associées à des territoires. Donc là, j'étais sur les régions françaises. Mais bien entendu, c'est la même chose dans le cas de l'Allemagne. C'est-à-dire, il y a des choses, une bonne partie de la détermination des sociétés, des crises, etc., sont des choses qui échappent complètement aux individus. Donc évidemment, le discours moral sur la question ne va pas avoir de prise sur l'histoire réelle. C'est-à-dire que si vous prenez le cas du nazisme, donc vous faites une étude des responsabilités individuelles et puis vous arrivez à ce truc, mais mon grand-père, lui, n'était pas nazi. De même, comme les jeunes mecs me disent maintenant, mais moi, j'ai manifesté, je ne suis pas un catholique zombie, je suis là parce que j'étais libre et bon et que ma pensée est pure et j'aime l'islam, j'y suis pour rien. Et donc, tous les jeunes Allemands, je veux dire, c'est assez plaisant d'ailleurs de mettre les catholiques zombies et français et les jeunes Allemands sur le même plan. Ça, c'est une pensée vraiment universaliste quand même. Donc tous les jeunes Allemands peuvent dire oui, c'est affreux ce qui s'est passé en Allemagne, plus jamais ça, on est bon, etc. Et puis si vous entrez dans l'analyse de la société allemande concrète, vous verrez que les structures d'autorité qui existent plus tellement au niveau de la famille maintenant, mais au niveau général des rapports entre adultes, enfants, etc., sont toujours là, que la conception de la différence allemande est toujours là, que les taux de mariage mixte pour les Turcs en Allemagne sont toujours à un niveau très bas, et que, je dirais, la dynamique sociale qui échappe aux individus
et qui vient en fait de c'est ce que j'essaie d'expliquer dans Qui est Charlie, de ce que les valeurs sont faibles dans la tête des gens, et elles existent dans le groupe de façon diffuse et se perpétuent au niveau du groupe territorial. Je veux dire, tout est toujours là. Les structures fondamentales de la nation ne sont pas vraiment transformées. On est dans une phase de paix, tout va mieux, etc. Mais les conditions sont toujours là pour que des choses différentes, bien ou mal d'ailleurs, apparaissent de nouveau. Mais ça échappe complètement aux individus. Mais peut-être même que on dit il y a l'individu, il y a la vie collective. Mais le problème se pose, je suis hyper durkheimien quand même, de toute façon, je suis un peu incohérent, mais on me force à parler de sujets habituels, donc je suis dans un effort d'adaptation, hein. Bon, au débat. La morale, donc on la voit par définition comme un truc individuel. On se demande si on est gentil ou méchant, par exemple, ou si on a fait bien ou mal, hein. Et on peut se le demander. Mais la morale, en tant, je dirais, qu'instrument vivant de la vie humaine, c'est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas être moral dans une collectivité immorale ou inexistante. Actuellement, la France vit, le système politique français, vit un niveau de moralité extrêmement faible. Je crois qu'on peut dire ça. C'est-à-dire que les hommes politiques pensent à leur plan de carrière, les gens qui travaillent espèrent arriver à l'âge de la retraite avant la fermeture de l'usine ou de leur entreprise. On est une sorte de sauve-qui-peut général, et on pourrait dire quand même les gens sont faibles. Mais la vérité, c'est que les gens sont faibles dans leur comportement moral à cause de l'ultra-individualisme et parce qu'ils ne sont pas appuyés par d'autres gens. Je veux dire, ce qui est possible de vivre, c'est à titre individuel, c'est une morale collective qui est aussi celle des individus autour de vous, où il s'agit pas, je suis pas en train de dire que si on se comporte mal, on est puni. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que il y a des sociétés dans lesquelles le fait de se comporter bien est récompensé par l'admiration de ses voisins. Et si vous êtes dans un univers où tout le monde se fout de tout, on sera pas très appuyé quand on est moral. Et vous aurez François Hollande, et Nicolas Sarkozy, et Marine Le Pen, je veux dire, qui fonctionnent, qui ont des mots qui parlent de valeurs, de France éternelle, de tout ce qu'on veut, mais qui en fait fonctionnent dans un environnement où personne ne les punira ou ne les récompensera pour un comportement moral. Mais ils sont pas pires que les autres, en fait. C'est l'homme dans toute sa faiblesse. Et je vous rassure, je ne suis pas au bord de la conversion au christianisme. Ah, mais ça se discute. Moi, je trouve que vous êtes très croyant, justement, dans votre livre. Vous croyez en beaucoup de choses. Vous croyez en la France, déjà, qui a été admirable à certains moments et qu'on aimerait voir redevenir celle qu'elle a été. Vous croyez en Marianne, qui doit se dégager de Marie. Vous croyez aussi en la science. Non, en ce moment, j'aimerais bien, mais je veux dire, moi, je suis historien et scientifique jusqu'au bout. C'est-à-dire, à la fin, je dis, ça, c'est ce que j'aimerais bien. Et je dis, mais je pense que c'est pas ça qui va se passer. Donc, je veux dire, honnêtement, je vous garantis que les premiers chrétiens étaient beaucoup plus sûrs de l'arrivée du royaume des cieux que je ne crois à l'arrivée d'une France merveilleuse, hein. Mais vous dites même que Marianne peut-être pourrait redevenir ce qu'elle a été, éventuellement, même lointainement, grâce à l'aide de l'islam et même des électeurs du Front National. Donc vous êtes très optimiste. Non, c'est un scénario. C'est un scénario. Et ce que je dis à la fin du livre, c'est que je pense que dans un avenir proche ou moyen, la situation va plutôt s'aggraver. Il y a toutes les conditions. J'avais parlé des conditions qui avaient permis le nazisme, si on peut dire. D'ailleurs, on peut parler de façon impartiale. Donc j'avais évoqué pour le nazisme comme précondition, laissons de côté le cas des structures familiales qui amènent à des conceptions inégalitaires, mais
comme précondition de la crise morale, politique, etc., la chute des croyances religieuses protestantes dans les 2 tiers de l'Allemagne, plus la crise économique. Là, en France, on a, c'est effectivement ce que j'évoque au début du livre, c'est que les Français, à l'insu de leur plein gré, sont en état de crise religieuse par disparition terminale du catholicisme vivant dans les provinces qu'ils pratiquaient jusqu'au début des années 60. Et en plus, on a une crise économique avec, je dirais, une annihilation des perspectives d'une vie décente pour les jeunes de la population. Donc on a les 2 conditions. Donc c'est d'autres systèmes de valeurs. Les Français croient plus en l'égalité au niveau anthropologique, mais il y a cette dimension de vide métaphysique et cette dimension de perspective matérielle inexistante sur un mode lent. Donc je me permets de dire à la fin, quelles que soient mes préférences, je pense que les choses vont s'aggraver. Vous voyez, que je pense qu'on va vers plus d'islamophobie, plus de terrorisme, mal géré par des gens sans morale. Oui. Vous voyez, donc je ne suis pas vraiment... Je veux dire, le fait de dénoncer l'absence de moralité n'est pas dire que ça va s'arranger. Mais quand vous dites que l'athéisme aboutit en fait à une totale destruction de toute perspective de sens, pour moi c'est un discours chrétien que vous tenez. Non. C'est un discours parfaitement discutable. Enfin, l'athéisme peut absolument engendrer, enfin le fait de ne plus croire en Dieu peut engendrer aussi des ouvertures, des perspectives très profitables. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis dans le livre. Et encore une fois, il faut mettre de côté ses préférences personnelles. Moi, je suis tout à fait un croyant. Parole de scout. Vraiment. Quel scout? Quel genre de scout? Voilà, j'ai jamais été scout. Je suis tout à fait un croyant, mais vous êtes post-marxiste, alors c'est quand même louche pour le christianisme. Mais comment dire? Ce qu'on constate empiriquement dans l'histoire, c'est que toutes les sociétés où la pratique religieuse s'effondre entrent en période de vibration idéologique, etc. Donc en France, la pratique religieuse s'effondre dans le bassin parisien à partir de 1730-1740. On a la Révolution française, quelques décennies plus tard. Pour une raison simple, c'est que les croyances collectives qui étaient de type religieux ont laissé un état de vide, et les gens en état de vide ont réadhéré, je dirais, à des idéologies de type terrestre, mais qui annonçaient également un futur riant. Et d'ailleurs, on trouverait facilement les mêmes valeurs dans le catholicisme qui avait précédé, avec l'idée du libre arbitre, de l'égalité des hommes créée par le baptême, et les valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, mais sur terre. Edgar Quinet avait remarqué en fait la parenté de structure entre la théologie catholique du début du XVIIIe siècle et la Révolution française. Donc ensuite, on prend le monde protestant à partir de la pratique religieuse protestante avait résisté en Europe du Nord très très bien jusqu'au milieu du XIXe siècle. La crise a été ouverte par l'origine des espèces de Darwin, qui quand même foutait un grand coup à la Bible. Et on voit entrer tout le monde protestant, c'est de façon assez uniforme. La pratique s'est effondrée entre 1870 et 1930. Ça a été la grande phase de montée des nationalismes européens quand même. Même les Anglais, à un moment donné, sont devenus hyper nationalistes. Donc ça a ouvert aussi, je veux dire, une crise, je veux dire, de type religieux. Il y a eu un problème de vide. Ça a été plus facile à gérer dans les petits États pacifiques de Scandinavie, ou même en Angleterre qu'ailleurs, mais dans le cas de l'Allemagne, ça a été l'un des déterminants fondamentaux de la crise nazie. Donc c'est empirique, c'est pas ma préférence, la coïncidence temporelle, cartographique dans le cas de l'Allemagne, puisque vraiment la carte du nazisme, c'est la carte du luthéranisme. Le catholicisme était encore très solide en Rhénanie, en Bavière, et c'est toutes les régions où le vote nazi avait été, sans être insignifiant, avait été beaucoup moins important. Et donc, en France, alors la France de la troisième, début de la quatrième République, c'était un système double, c'est-à-dire qu'il y avait
les 2 tiers du pays étaient déchristianisés depuis le XVIIIe siècle. Et donc c'est le bassin parisien, la façade méditerranéenne, et puis dans le reste, sur le gros de la périphérie, vous aviez une pratique religieuse catholique qui n'avait pas été simplement, qui n'avait pas survécu, qui avait été plutôt dopée par la Révolution française. C'est-à-dire l'Église était plus forte 2 siècles après la Révolution qu'au moment de la Révolution. Et donc le système français était, on sentait bien que la laïcité ou l'incroyance et l'Église catholique étaient arc-boutés l'un contre l'autre. Et là, on retrouve un de ces cas où le conflit apparaît comme malheureusement facteur d'intégration sociale un peu partout. Et alors dans cette période-là, à part un bref moment de flottement en 1793-1794, les gens qui ne croyaient plus en Dieu et qui d'ailleurs avaient cessé de se dire athées. Les gens, en principe, si on se sent bien et qu'on ne croit pas en Dieu, et si on se sent bien, on n'en parle pas. On est juste bien, quoi. Libre. Libre sujet de son histoire, on profite de la vie. Et il y a toutes sortes d'éléments de la culture française qui évoquent ça. Le culte du vin... ajusté à quelques fromages, plutôt produits d'ailleurs par les régions catholiques. C'est bien ce que je dis. C'est un chrétien qui se cache. Et donc il y avait, et je pense que c'était un moment magique pour la culture française. C'était, on avait à la fois Sainte Thérèse de Lisieux et les Folies Bergères. Vous voyez, c'était quand même le grand moment. C'est pour ça que les Anglais bavait d'admiration devant cette société parfaitement équilibrée. J'ai une citation à cet effet d'un gauchiste anglais des années 30 où il explique que l'Angleterre, en Angleterre, il parle de l'unité de la France et de sa diversité. C'est Holden, c'était un grand généticien, et il explique que les Français, l'Angleterre n'aurait pas réussi à avoir des personnages comme Anatole France, dont les œuvres auraient paru un peu lestes sexuellement et auraient été interdites, mais que l'Angleterre aurait également du mal à produire les miracles de Sainte Thérèse, puisque la France produisait simultanément à l'époque du miracle et de la légèreté sexuelle. Non, c'était vraiment, il y a eu un moment, oui c'est vrai, je suis un grand patriote, il y a eu un moment merveilleux dans l'histoire de France. Mais dans la période, et c'était stabilisé, et on arrive au lendemain de la guerre, il y a encore quelques conflits sur l'école, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école communale, on bouffait du poisson le samedi, tout le monde s'en foutait. Certains allaient au catéchisme dans des trucs là, tout le monde s'en foutait. Tout le monde se foutait de tout sur le plan religieux. Certains étaient croyants, d'autres pas. Mais il y avait cette situation d'équilibre. Ce qui s'est passé quand même, c'est plutôt à partir de Vatican II. La pratique religieuse catholique s'est effondrée sur le tiers du territoire où elle était encore vivante. C'est un phénomène qui a touché tout le monde catholique. Je veux dire, ça serait vrai des Flandres, du sud des Pays-Bas, de la Rhénanie, de la Bavière, de l'Italie du Nord, du Pays Basque. Et d'ailleurs, dans toute cette périphérie, on constate que l'effondrement du catholicisme a laissé apparaître partout des mouvements ethnocentriques xénophobes. C'est le moment où les Flamands ont commencé à devenir extrêmement agités, ont voulu se séparer des Wallons. Un peu plus tard, il y a l'apparition de la Ligue du Nord en Italie. Les Basques sont devenus également assez agités. L'Irlande est repartie pour un tour de manège en termes de terroristes. Voilà, c'est ça. En France, ça s'est produit aussi, cette agitation, mais ça a pris d'autres formes. On a eu la montée du Parti socialiste dans les régions catholiques. Je veux dire, c'est quand même moins grave que le terrorisme basque, je l'admets, mais c'est quand même un gros changement. Mais pour en arriver là, ce que je veux dire, pour venir, c'est que je pense que et on en arrive maintenant dans une situation où effectivement, pour la première fois de son histoire, la France est dépourvue d'une religion pratiquée de façon intense sur une partie de son territoire, que les gens du cœur du système national, qui peut-être trouvaient leur équilibre dans la négation de cette religion, dans la lutte contre l'Église, n'ont plus ce point d'appui, et que
les Français, maintenant, sont dans la situation d'un peuple qui doit définir son existence sans aucune croyance religieuse. Ça n'est jamais arrivé. Et ce qu'on constate, c'est que tout le monde parle de religion maintenant. C'est quand même tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, c'est au moment où les croyances religieuses ont disparu que tout le monde s'excite et que maintenant, on entend des gens qui vous disent fièrement, alors que soit moi, un croyant banal, habituel et sénile, je n'y pense même pas, et on est partout confronté à des gens qui vous disent fièrement, moi je suis athée, absolument convaincu de l'inexistence de Dieu, alors qu'on leur a rien demandé. Vous voyez ? Donc c'est empirique. C'est empirique, je dis. Donc vous dites, moi, je dis que ce que ces faits montrent, c'est que les gens ne se sentent pas bien religieusement. Mais c'est pas moi. J'étais comme vous. Moi, je pensais avant que c'était, on ne croit en rien. On est un homme. Ah, moi j'avais dit ça, j'ai pas dit ça du tout. Non, mais je veux dire, on n'a pas de représentation métaphysique. Alors, on n'a pas de représentation métaphysique. Bon, c'est vrai que les croyances catholiques sont quand même peu vraisemblables. Non, mais on peut croire à autre chose qu'en Dieu, je veux dire. Il y a des tas d'objets de croyance qui ne sont pas. J'ai essayé de me convaincre. Je viens de relire les Évangiles. Il y a des côtés très sympas, mais c'est quand même rempli de miracles, peu crédibles. Non, mais on parle de l'athéisme. Mais c'est important d'analyser en termes religieux les événements politiques. Mais lorsque vous dites l'euro, la monnaie unique, c'est le remplacement de la Trinité. Comment dire le Dieu unique devient la monnaie unique. Là, vous êtes dans l'idéologie. Il me semble, c'est très important sur le plan méthodologique. Bah justement, là, ça va pas la méthode. Ce qui se passe. Il y a un point de méthode et de rapport de la psychologie, la sociologie et de l'histoire. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que je n'avais aucun a priori sur ce qui se passait dans la vie des sociétés quand elles perdent toutes ces croyances religieuses. J'en sais rien. J'étais prêt à envisager que ça soit formidable. Je constate empiriquement que les sociétés auxquelles ça arrive donnent de grands signes d'instabilité psychique. Mais comment vous pouvez parler pareillement? Et je dis que les sociétés n'ont pas de psyché. C'est pas un sujet psychique, une société. Mais ce que ça nous enseigne, c'est que on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'homme. J'essaie de provoquer le psychanalyste là. Je veux dire, on ne peut pas. Temps, hein. Comment? On va pas avoir le temps. On ne peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans l'homme, ni par l'introspection classique, ni par la cure psychanalytique, qui apprend des choses, mais qui ne dira rien de fondamental. Par contre, je pense que c'est l'histoire elle-même qui nous dit ce qu'est l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de quel homme vous parlez. C'est l'histoire qui nous rend... C'est l'histoire... Je suis désolé je vais sonner la cloche. Je sais que ça devient... On va pas dire qui c'est. Je sais que ça commence à vous plaire, là vous bougez un peu, mais malheureusement, il faut qu'on arrête. Je viens de révéler comment c'est. Je suis révélé à moi-même et sans cure psychanalytique, je sens que moi j'étais fait pas du tout pour l'histoire et l'anthropologie, mais pour le café-théâtre. Bon, merci à tous les trois.